Bien, bonsoir et merci, merci d'être présent et à celles et à ceux qui ont pu contourner la manifestation qui visiblement rend difficile la circulation et les déplacements dans le centre. Donc ce soir, pour cette édition de questions publiques, nous recevons Bruno Tertrais, qui est, bienvenue à Nantes, qui est directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, qui est une fondation indépendante qui a été créée au début des années 1990 à Paris, qui s'intéresse aux relations internationales et aux questions stratégiques et qui travaille, vous nous en direz peut-être un peu plus, qui travaille pour les ministères, les institutions européennes, des organisations internationales, etc. Donc Bruno Tertrais a publié en 2016, au deuxième semestre 2016, avec Delphine Papin, qui est la responsable du service de cartographie et infographie du quotidien Le Monde, du groupe Le Monde, a publié l'Atlas des frontières, murs, conflits, migration, aux éditions des Arènes. Nous allons donc ce soir parler beaucoup de cartes, de frontières, de migration et d'histoire. L'histoire qui est d'ailleurs le sujet de son prochain livre qui va paraître le 8 mai, lendemain du 7, chez Odile Jacob, qui concerne donc la revanche de l'histoire. Et après la géographie, on va aller vers l'histoire. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que fait la FRS, sur quoi elle travaille et ce que vous y faites, vous, en tant que directeur adjoint? Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de venir à Nantes parce que la famille du côté de mon père est nantaise et donc j'y ai toujours gardé non seulement quelques attaches, mais aussi beaucoup d'affection. Alors, je crois comprendre qu'on n'est pas là pour parler de la Fondation pour la recherche stratégique, mais je vous dis quand même effectivement à votre demande quelques mots de l'endroit où je passe l'essentiel de mon activité. C'est un think tank. Il n'y a pas beaucoup d'équivalents français pour ce mot, parce que ce n'est pas un centre de recherche universitaire, on ne fait pas un travail scientifique, mais notre but, c'est de répondre à des demandes ou à des commandes de clients publics, la plupart du temps, mais aussi européens ou privés, sur des questions qui sont à la frontière entre la politique et la recherche. Sur les questions internationales, bien sûr, sur les questions de défense et les questions militaires aussi, beaucoup. Donc ça peut aller de questionnements sur la manière dont telle ou telle région du monde va évoluer dans les 15 prochaines années, à une réflexion sur la manière dont les drones vont influencer la stratégie militaire française. Voilà, je vous donne quelques exemples. Parfois on me demande, ce travail-là, pourquoi est-ce que les administrations ne le font pas elles-mêmes? Après tout, nous payons, vous payez des gens pour réfléchir aussi sur ces sujets dans les ministères. La réponse est assez simple. D'abord que les administrations souvent sont prises par le très court terme. Elles manquent de temps et de personnel et de moyens aussi parfois pour réfléchir sur le long terme. Nous, notre métier, c'est plus le moyen et long terme. Et puis la deuxième raison, c'est que quand on est à l'extérieur de l'appareil gouvernemental, tout simplement, on réfléchit différemment. On n'a pas le même point de vue, on a une liberté de pensée et d'écriture qui n'est pas celle qu'on peut avoir à l'intérieur d'un ministère. Et donc, c'est pour cela qu'on sollicite effectivement des organismes comme le mien, à la frontière, encore une fois, entre le milieu universitaire et la décision politique. D'accord, merci. Alors, l'Atlas des frontières, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots un peu la jeunesse du livre et pourquoi à ce moment-là? Alors, je ne suis pas là pour vendre le livre en tant que tel, mais enfin, j'en suis quand même très content. D'abord, je rappelle qu'on a fait ça à deux, avec Delphine Papin, vous l'avez rappelé, qui est cartographe, responsable du service cartographique du Monde. Vous savez, parfois, tout simplement, vous avez peut-être déjà eu cette réponse quand vous invitez des gens qui ont écrit des livres. Parfois, on écrit les livres qu'on a envie de lire. C'est aussi simple que ça. J'ai toujours eu envie de voir un atlas des frontières. Je fais partie des gens qui, je ne suis pas le seul, sont fascinés par les frontières. Et quand je voyage, je vais souvent voir les frontières. Et je me dis, c'est dommage, ça n'existe pas. Donc voilà, on l'a fait parce que ça n'existait pas. C'est une réponse aussi simple que cela. Mais notre ambition, c'était aussi de faire un ouvrage qui soit à la fois sérieux sur le plan technique et agréable à lire et
destiné à un large public. Donc ça n'est pas un ouvrage de spécialiste, c'est un ouvrage d'ailleurs qui s'est très bien vendu à Noël, à tel point qu'il était en rupture de stock le 21 décembre, aux grandes dames des auteurs. Bon. Mais voilà, c'est un ouvrage grand public. On a voulu illustrer ces notions de frontières, tout simplement aussi parce qu'elles sont dans l'actualité en permanence. On va en parler. On va dire pourquoi elles sont dans l'actualité en permanence, j'imagine. Alors justement, vous avez un peu ce qui a présidé à la naissance du livre, c'est un peu l'ère du temps, ce retour des frontières ou le bel avenir des frontières, comme vous le dites, sur la diapo qu'on doit voir sur les 2 écrans. C'est pas seulement l'air du temps. Moi, c'est un projet que j'avais depuis 7 ou 8 ans. On en parlait beaucoup moins. Et simplement, lorsqu'on est allé voir un éditeur, il l'a pris tout de suite parce qu'effectivement, le sujet est dans l'air du temps. Alors, pourquoi est-ce qu'il est dans l'air du temps ? Pourquoi est-ce qu'on parle du grand retour des frontières ? Il y a eu beaucoup d'articles sur ce thème. En fait, il y a des phénomènes assez différents. Il y a un point commun à tout ça, c'est le retour de la nation. Le besoin de nation, le désir de nation. Alors là, je ne vais pas parler en tant que citoyen, chacun a ses propres préférences, ses propres idées, mais je parle en tant qu'analyste politique. Le retour de la nation et donc de l'État et de la frontière, c'est quelque chose qui traverse toutes les régions du monde, mais de manière très différente. Vous avez à la fois en Europe, aux États-Unis, un besoin de se sentir chez soi, entre guillemets, soit de fermer, soit au moins de démarquer ses frontières. Et puis vous avez, alors c'est un autre phénomène, dans les pays émergents, le besoin de construire l'État, de construire la nation, et donc aussi de tracer des frontières. Mais ça va plus loin. Ces grands États, dans leur affirmation de puissance, ils remettent aussi en cause des frontières existantes. Donc vous avez un double mouvement. Aujourd'hui, le retour des frontières, c'est à la fois le désir de frontières, le besoin de marquer, de consolider, de délimiter, et parfois de fermer la frontière. Mais vous avez aussi le désir de dépasser les frontières, et ça, c'est effectivement la politique d'État comme la Russie ou la Chine, on en reparlera. Et finalement, aujourd'hui, vous avez 2 mouvements assez contradictoires. D'abord, ce grand mouvement des années 90 et 2000 sur le monde sans frontières, l'ouverture de la frontière, le transnationalisme, la globalisation, la mondialisation. Et ce mouvement n'est pas totalement mort, mais aujourd'hui, il y a une sorte de concurrent qui est, lui, le mouvement qui a le vent en poupe. C'est le mouvement qui cherche à fixer, à délimiter ou à fermer les frontières. Tout ça, c'est le grand retour des frontières. C'est cette dynamique de mouvements qui se complètent et s'opposent en même temps sous une forme un petit peu dialectique. Mais ce retour des frontières, il est récent parce que nous en avons eu sous nos yeux, et je pense là par exemple au Balkan, à l'été 2015, avec la Hongrie qui a commencé à calfeutrer sa frontière, à ériger un mur pour les migrants qui arrivaient de Turquie via la Grèce, ou bien c'est quelque chose qui, n'étant pas géographiquement près de nous, se passait aussi ailleurs. Vous parliez par exemple de la Chine qui a toujours été sourcilleuse. Alors je vous montrerai quelques planches issues de l'Atlas. Je vais vous montrer quelque chose qui montre bien que c'est un mouvement mondial. Alors pardon, c'est une carte qui n'est pas faite pour être... Elles sont sur les côtés en fait, il y a 2 écrans. C'est une carte qui est faite pour être vue de près, mais vous pouvez quand même voir de loin en beige les pays qui tracent ou ont tracé ou sont en train de tracer des murs ou des clôtures, parce que quand on parle de murs frontaliers, souvent ce sont plutôt des clôtures, et vous voyez très bien que c'est un phénomène qui concerne quasiment tout l'hémisphère nord, très peu l'hémisphère sud, même s'il y a 1 ou 2 pays qui sont en train de le faire. Je pense Botswana, Afrique du Sud, Zimbabwe, cette zone-là est en train de construire aussi ces clôtures. Donc ça n'est pas un mouvement occidental. Mais attention, vous parlez de la Hongrie et de la question des migrants. Ça me permet tout de suite de dire quelque chose qui me semble très important pour comprendre ce phénomène du retour des frontières, c'est que construire un mur ou une clôture, ça n'est pas forcément fermer la frontière. Construire une clôture, c'est d'abord délimiter et empêcher le passage non autorisé, que ce soit celui des trafics, que ce soit celui des migrants. Et encore une fois, je ne porte pas de jugement de valeur sur l'ouverture ou la fermeture de la frontière aux migrants. Mais vous avez des frontières très bien délimitées que l'on passe relativement facilement.
et même avec parfois des clôtures. Et vous avez des frontières qui sont mal délimitées, qui sont théoriquement fermées. Par exemple, la frontière entre le Maroc et l'Algérie, elle n'était pas jusqu'à un passé très récent véritablement délimitée par des clôtures. Elle est en voie de l'être, mais elle était théoriquement totalement fermée. Hein, vous voyez, donc il n'y a pas forcément de lien. Ce n'est pas parce que le barbelé est un symbole très fort que ça veut dire que cette frontière est hermétique. Et comment vous venez de nous dire que les murs ne sont pas, les clôtures ne sont pas des frontières, mais Si. Enfin oui, clôture n'est pas nécessairement fermeture. N'est pas fermeture, voilà. Pas nécessairement. Mais l'interprétation qu'on en fait, c'est quand même, c'est pour empêcher le passage. Enfin, c'est oui. pas pour, c'est pour marquer. C'est pour empêcher le passage illégal ou non autorisé. Alors, il y a aussi une autre distinction qui est très importante. On a vu beaucoup d'articles sur le thème. Alors qu'à la fin des années 80, début des années 90, le mur de Berlin était tombé, et donc les murs tombaient. Aujourd'hui, les murs sont de retour en Europe. Sauf que, attention, ça n'a rien à voir. Le mur de Berlin et le rideau de fer, c'était fait pour empêcher de sortir. Pour empêcher d'entrer aussi, mais c'était d'abord pour empêcher de sortir. Alors que les murs et clôtures d'aujourd'hui, c'est fait d'abord et avant tout pour empêcher de rentrer. C'est pas du tout la même chose sur le plan politique, juridique et même philosophique et moral. C'est pas du tout la même chose. Le seul véritable mur de Berlin qui existe encore aujourd'hui, il y en a un, et il est particulièrement impressionnant d'ailleurs. Alors je vais peut-être laisser l'assistance essayer de deviner. La Corée. Voilà, la fameuse zone démilitarisée, qui est la zone la plus militarisée du monde, est effectivement un espace façon mur de Berlin qui est fait d'abord et avant tout pour empêcher de sortir. Et donc vous voyez, c'est quand même une grande différence. Je crois qu'il faut faire très attention à la métaphore du mur de Berlin, parce que les murs et clôtures d'aujourd'hui, qu'on les estime légitimes ou pas, c'est autre chose, c'est quelque chose de différent. Vous avez aussi, vous faites 2 pages sur ça, vous avez, les frontières peuvent être aussi, alors on vient de parler des murs, on vient de parler de clôtures, les frontières peuvent être aussi des fleuves. Et il y a plusieurs façons, lorsqu'on a un fleuve comme frontière, de la marquer justement. Oui, ça c'est un petit peu anecdotique, mais c'est très intéressant parce que... Alors d'abord un mot sur ces fleuves, parce que ça me permet de dire quelque chose sur cette fameuse notion de frontière dite naturelle. Il y a cette espèce de légende, de mythe que les géographes ont démonté, déconstruit depuis longtemps, comme quoi il y aurait des frontières naturelles et des frontières artificielles. C'est faux. Bien sûr, il y a près de la moitié des frontières terrestres du monde qui sont marquées par des fleuves, des chaînes de montagnes, ou des frontières qu'on appelle parfois naturelles. Hein. Et l'autre moitié, c'est des frontières qui ne correspondent pas à des symboles physiques, géophysiques aussi clairs. En fait, toute frontière est artificielle. La frontière, c'est toujours le résultat soit d'un rapport de force, soit d'une décision de bon voisinage, mais c'est une décision. Vous avez des frontières dites naturelles qui font partie des frontières les plus contestées au monde. Regardez le Rhin, par exemple. Le Rhin. Alors en France, on pense que c'est une frontière naturelle. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est la France qui a inventé cette notion de frontière naturelle. Ça a été pendant très longtemps une frontière extraordinairement contestée. Et vous avez à l'inverse des frontières dites artificielles qui sont extrêmement paisibles. Le cas le plus net, le plus clair, c'est la frontière américano-canadienne, qui est littéralement une ligne droite sur la grande partie de son tracé. Et pourtant, c'est une frontière qui n'est pas contestée. C'est une frontière que l'on passe relativement facilement. Donc je crois qu'il faut faire un sort à cette notion selon laquelle il y aurait des frontières, de bonnes frontières naturelles et de mauvaises frontières artificielles. Lorsqu'on voit aussi, par exemple, en Afrique, on parle beaucoup de frontières artificielles en Afrique ou au Moyen-Orient, peut-être qu'on y reviendra. Mais ces frontières, ce n'est pas parce qu'elles ont une allure artificielle qu'elles ont été tracées n'importe comment, d'abord. Elles n'ont pas toujours été tracées n'importe comment. Et ce n'est pas parce qu'elles ont l'air artificielles qu'elles sont forcément contestées par les peuples, par les nations qui
qui l'entourent. Il y a une espèce de mythe comme quoi finalement la bonne frontière, c'est la frontière dans laquelle tout un peuple serait regroupé. Et on ferait des nations totalement homogènes, il n'y aurait pas de minorité. Bon, c'est une absurdité historique et géographique, bien entendu. Alors sur le fleuve, juste, on a effectivement 2 pages pour montrer que dire que la frontière... Il y a diverses façons de couper la frontière, enfin de dire délimiter. que la frontière passe sur le fleuve, ben, ça ne suffit pas, parce que sur le fleuve, où exactement à la moitié oui, mais le fleuve, il est parfois plus légitime de prendre le Talweg, le point le plus bas. Enfin, il y a 5 ou 6 manières différentes de définir la frontière fleuve. Voilà, c'est un peu anecdotique, mais c'est pour montrer que ce qui peut apparaître comme une évidence, bah oui, le fleuve, la frontière, bah non, ça n'a pas toujours été considéré comme évident par tous les pays qui ont un fleuve comme frontière. Un fleuve. Il y a même un fleuve qui sert, c'est une anecdote, mais elle est amusante, c'est le seul point au monde où 4 pays indépendants se rencontrent. Hein, c'est en Afrique australe. Et donc, ça s'appelle en géographie un quadripoint. Mais simplement, ça passe au milieu d'un fleuve. Et puis, le fleuve a bougé. Et puis, ce sont des pays africains. Donc, on n'a pas toujours délimité de manière très précise le fleuve. Donc, il y a des gens qui disent que c'est vraiment un quadripoint, que la frontière se rencontre. D'autres qui disent, ah ben non, elle passe à quelques mètres. Bref, c'est une anecdote amusante pour montrer que, là encore, même si le fleuve est la frontière théorique, on peut quand même se disputer pour quelques dizaines de mètres. Ouais. Vous l'écrivez dans le livre en citant un géographe. Vous dites quand même les frontières à l'origine dans leur tracé, dans ce qu'on peut en connaître ou l'héritage que l'on en a aujourd'hui, elles se sont d'abord dessinées dans le sang. Oui, parce que la plupart des frontières, c'est difficile de donner un pourcentage exact, hein, mais la frontière, c'est d'abord, pendant la plus grande partie de l'histoire, c'est d'abord un rapport de force. Un rapport de force entre armées, entre souverains et sujets, entre puissances économiques, militaires. Voilà. Donc, lorsqu'on dit elles ont été tracées dans le sang, c'est l'héritage des batailles du passé est forcément extrêmement important dans le tracé des frontières, même contemporaines. Quand on dit dans le sang, c'est pas forcément au sens littéral. Ouais. Ça voulait dire aussi par la force, c'est-à-dire ça pouvait être la puissance impériale qui imposait sa frontière, ou les grandes puissances qui se réunissaient autour d'une table pour tracer les frontières futures suite à une guerre. Voilà, les frontières se sont historiquement beaucoup tracées dans le sang, oui. Vous avez, au début du livre, vous recensez plusieurs citations extraites soit de dirigeants actuels comme Poutine, de penseurs comme Samuel Huntington, il y a même Leonard Cohen qui est cité. Et vous citez donc, entre autres, Régis Debray avec « La frontière est le bouclier des humbles », ou bien, autre citation du même Régis Debray, « Le mur interdit le passage, la frontière le régule. Dire d'une frontière qu'elle est une passoire, c'est lui rendre son dû, elle est là pour filtrer. » Oui, et puis, encadré au milieu de la page, il y a Victor Hugo. Oui, Victor Hugo qui dit frontière dit ligature. Couper la ligature, effacer la frontière, ôter le douanier, ôter le soldat. En d'autres termes, soyez libre, la paix suit. Alors, qui a raison ? Alors, même si Victor Hugo est probablement un plus grand écrivain que Régis Debray, je pense que c'est Régis Debray qui a raison. Je m'explique. Effectivement, on a recensé... La frontière a beaucoup inspiré, bien sûr, les penseurs, parfois les écrivains, et même occasionnellement les artistes, comme vous venez de le rappeler. Régis Debray a écrit il y a quelques années un petit ouvrage qui s'appelle « Éloge des frontières ». Comme il le dit lui-même, c'est une petite provocation, mais une provocation intelligente. Et Régis Debray cherchait à s'élever contre les illusions de la mondialisation et du sans-frontiérisme. Et c'était à certains égards prémonitoire. Victor Hugo, dans cette citation, il reflète une illusion, une double illusion. D'abord, l'illusion selon laquelle la frontière est mauvaise en soi, et surtout, derrière cela, l'illusion selon laquelle
la frontière est cause de guerre ou cause de conflit. Et ça, je crois que s'il faut vraiment, et là encore, ça n'est pas faire injure à cet immense écrivain, que de dire que c'est véritablement une des illusions de l'époque. Alors, c'est pas forcément représentatif de l'époque, hein, mais il faut quand même dire très clairement qu'il n'y a pas d'État sans frontières. De même qu'il n'y a pas de propriété privée sans délimitation, il n'y a pas d'État sans frontières. La gestion de la frontière, c'est autre chose. On l'ouvre, on la ferme, mais la délimitation de la frontière, c'est quelque chose qui est un des éléments fondamentaux. C'est la délimitation du territoire, et il n'y a pas d'État sans territoire. Le territoire, c'est là où s'exerce la souveraineté de l'État. Donc la frontière délimite la limite, tout simplement, de la souveraineté de l'État. Et Victor Hugo, à l'époque, dit des choses que un siècle plus tard, et plus d'un siècle plus tard, on retrouve dans le discours de certaines forces politiques ou de certaines ONG. Il y a même aujourd'hui à Calais, on a beaucoup parlé des frontières, de la frontière franco-britannique, on pourra en reparler. À Calais, une des organisations, une des ONG les plus actives dans l'aide aux migrants s'appelle No Borders, pas de frontières. Vous voyez ? Mais ça n'est pas pour dire que Médecins sans frontières, c'est la même idéologie. Médecins sans frontières, ça veut dire nous allons partout. Nous allons partout. C'est autre chose. Mais c'est vrai qu'après Médecins sans frontières, on a vu émerger tout un tas de... alors on les a recensés d'ailleurs, je crois qu'il y en a qui sont merveilleuses. Je crois qu'il y a même Chiens sans frontières, Ânes sans frontières, Lévriers sans frontières. Alors je ne sais pas trop ce que font ces ONG, mais en tout cas le nom a eu un écho extraordinaire. Hein. C'est quand même... La France a inventé à la fois la notion de frontières naturelles et son antithèse, qui est justement le mouvement d'assistance sans frontières. Il y a même une ONG qui a un titre absolument merveilleux, qui s'appelle Douaniers sans frontières. Douaniers sans frontières. Et en fait, ils ont dû rire eux-mêmes à la manière quand ils ont conçu ce nom. Mais tout simplement, il s'agit, et c'est très sérieux, de bénévoles ou de retraités qui vont assister dans des pays en développement les douaniers nationaux locaux à être formés et à faire leur métier, tout simplement. Voilà. Vous avez des pages qui sont enfin, avec beaucoup d'infographies et de cartes qui sont passionnantes sur l'Europe. Et il y a une page qui est sur toutes les revendications indépendantistes. Alors d'ailleurs, on y voit que Nantes est la capitale de la Bretagne, avec une frontière à 5 départements. C'est une édition spéciale. Est-ce que alors, vous parliez justement de l'Angleterre. Les Écossais ne sont pas très contents. Comment ce retour des frontières, comment est-ce qu'il va être géré avec le Brexit ? Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est que la création de l'Union européenne, qui n'a pas dissous les frontières, les frontières existent toujours. On va reparler peut-être de la frontière franco-britannique, parce qu'on dit beaucoup de bêtises à son sujet. Elle n'a pas bougé, des choses comme ça. Bon. L'Union européenne a paradoxalement favorisé l'indépendantisme, parce que des régions telles que l'Écosse ou la Catalogne se disent si je deviens indépendante, je peux rester membre d'un ensemble plus large et bénéficier, sur le plan économique notamment, de l'intégration à l'Europe. Alors, on a cette carte évidemment avec de l'Europe décomposée, mais il y a quand même très peu de régions en Europe qui est à la fois la détermination et le leadership politique nécessaire pour envisager sérieusement l'indépendance. Ce qui est très intéressant avec le phénomène écossais, c'est que alors que l'on pensait jusqu'à il y a un an, en gros, un peu comme le Québec, c'est quelque chose qui reviendrait 10 ans, 15 ans plus tard, mais pas avant. Le Brexit a changé la donne. Et il y a de nouveau une poussée très forte du mouvement indépendantiste, qui est au pouvoir d'ailleurs en Écosse, puisque c'est le Scottish National Party indépendantiste qui est aujourd'hui qui a la majorité au Parlement écossais. Et donc il est probable, pas encore certain, mais probable, que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne
soit concomitante à, ou en tout cas précède, le calendrier n'est pas encore très clair, un nouveau référendum sur l'indépendance. Et alors là où ça se complique encore un petit peu, c'est que certains pays de l'Union ne sont pas du tout d'accord pour accueillir l'Écosse. Et le premier qui n'est pas d'accord, c'est l'Espagne. Pourquoi ? Parce que l'Espagne se dit, si nous accueillons l'Écosse comme pays indépendant, alors nous encourageons la sécession de la Catalogne, bien sûr, qui est l'autre grande région d'Europe qui a véritablement un mouvement indépendantiste très structuré et très fort. Ce ne sont pas les deux seuls, mais en tout cas, la question indépendantiste, finalement, elle est véritablement prégnante sur le plan politique dans trois ou quatre régions, dont, après ça, je pourrais parler de la Flandre, de quelques autres régions, mais véritablement, la Catalogne, c'est quelque chose qui est porté très fortement par un mouvement politique local, davantage, par exemple, aujourd'hui que le Pays Basque, y compris parce que le Pays Basque est à cheval sur deux pays. Et donc, le dilemme britannique, ça va être, et tout l'art de Madame Theresa May, ça va être d'essayer de faire sortir le Royaume-Uni sans détruire le Royaume-Uni. Et c'est pas gagné. Et la frontière franco-britannique, alors ? Ah oui, alors ça, oui, je voulais en parler parce que c'est souvent dans l'actualité et qu'on dit souvent que la frontière a été bougée ou qu'on a donné aux Britanniques le contrôle de la frontière du côté français. Là, je crois qu'on a une diapositive là-dessus. Voilà. Alors, donc, juste avant, j'ai parlé de No Borders. Bon, No Borders, c'est un slogan anarchiste, c'est pour ça qu'il y a le A. J'aime bien cette citation de Marcel Gauchet qu'on mettra dans une prochaine édition. Un pays qui n'a pas de frontières, c'est un terrain vague. C'est assez brutal, mais je trouve que c'est pas totalement faux. Alors, la frontière franco-britannique n'a pas bougé. Ce qui s'est passé, la chronologie est intéressante à refaire, c'est que quand on a percé le tunnel, simplement on a permis aux douaniers français d'opérer au point de contrôle du côté britannique et aux douaniers britanniques d'opérer au point de contrôle du côté français. Il y a eu une série d'accords d'abord pour le tunnel lui-même et pour l'Eurostar. Je suis certain que nombre d'entre vous ont déjà pris l'Eurostar. Vous voyez le contrôle de l'immigration et de la douane des deux côtés. Côté britannique, vous avez des Français, et côté français, vous avez des Britanniques, et vice-versa. Et puis, on a ensuite étendu cette disposition par un nouvel accord qui concerne cette fois les ports. Mais c'est symétrique. C'est-à-dire que les Anglais sont en France, mais les Français sont en Grande-Bretagne. Simplement, on en parle beaucoup plus. On parle beaucoup plus du côté français, d'abord parce qu'on est en France, bien sûr, mais parce que tout simplement, il y a beaucoup plus de migrants qui cherchent à aller vers le nord que de migrants qui cherchent à descendre vers le sud. Mais pour être clair, encore une fois, la frontière n'a pas bougé. Alors, elle est très précisément, elle est au milieu. Vous voyez, c'est le petit pointillé qui délimite les espaces maritimes. Voilà. Enfin, c'est simplifié, mais en gros, elle est là. Au milieu de la Manche. Au milieu de la Manche, pour faire simple. Et nous n'avons pas délégué aux Britanniques le contrôle de la frontière française. On peut discuter de la manière dont tout ça est géré. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, ce sont des accords symétriques, c'est-à-dire avec les mêmes contrôles du côté français et du côté britannique, et une série de dispositions plus récentes qui concernent l'édification de barrières financées par le Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni ne veut pas qu'on saute dans les camions, qu'on saute dans l'Eurostar, etc. Mais on a eu l'impression un peu que beaucoup de gens ont redécouvert les frontières à l'occasion d'événements tragiques, mais là je pense en l'occurrence par exemple après les attentats de novembre 2015, quand subitement on a remis des contrôles sur la frontière, à la frontière franco-belge par exemple. Parce qu'on avait l'impression tout ça, en tout cas par exemple dans l'espace Schengen, qu'il y avait comme un effacement de ces frontières, tout au moins pour ceux qui voyageaient et dans la vie quotidienne. Oui, mais d'abord, encore une fois, les frontières ne bougent pas, elles sont toujours là. Ouais. C'est leur gestion qui change. C'est les degrés d'ouverture ou de fermeture. Schengen n'a pas... Schengen et les accords... On dit les accords de Schengen pour faire simple, mais c'est un ensemble de dispositions beaucoup plus détaillées.
Schengen a modifié le contrôle de la frontière. Il y a un principe de libre circulation. Il faut rappeler que Schengen, d'abord, ça a été fait, c'était pas un grand rêve de liberté pour tous, c'était d'abord fait pour faciliter, ça a été imaginé pour faciliter la vie des travailleurs frontaliers. L'origine de Schengen, c'est ça. Et après, c'est devenu quelque chose de plus important. Schengen, simplement, n'a pas mis les douaniers au chômage non plus. Elle n'a pas mis les policiers au chômage. Simplement, elle les a fait travailler dans un espace plutôt que sur une ligne. Et d'ailleurs, à certains endroits des frontières nationales dans l'espace de Schengen, ils sont beaucoup plus efficaces parce que maintenant, ils sont mobiles. Ils ont des brigades, il y a des accords transfrontaliers, on peut poursuivre un délinquant d'un côté et de l'autre. Donc, ce n'est pas... Enfin, encore une fois, sans faire de politique, ce n'est pas le... on peut critiquer Schengen, mais on ne peut pas dire que les frontières ont disparu. On ne peut pas dire que les contrôles ont disparu. Les contrôles sont gérés différemment. Je crois que le vrai problème sur l'espace Schengen, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire tout de suite. C'est-à-dire que quand vous affirmez un principe de libre circulation à l'intérieur, il faut mieux contrôler l'extérieur. Et ça, on ne l'a pas fait. Autrement dit, la frontière extérieure de l'Union européenne n'a pas été renforcée à la hauteur de ce qu'elle aurait dû être quand on a mis en œuvre ce principe de ce corps, enfin on le voit avec c'est Frontex, l'agence européenne, y a qui renforce sous la poussée des événements. Très progressivement et sur la poussée des événements, on s'est mis à essayer de mieux contrôler cette frontière extérieure qui n'est pas simple à contrôler parce qu'elle est en partie maritime, elle est en partie dans des pays qui n'ont pas tous les moyens nationaux pour bien contrôler cette frontière, mais c'est sous la pression des événements. On a enfin créé une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, mais ça s'est fait l'été dernier, rendez-vous compte, l'été dernier. Ça s'est fait trop tardivement, et je dirais que en faisant à peine de provocation, qu'on a fait la même erreur avec Schengen qu'on a fait avec l'euro. Personnellement, je suis pour Schengen et pour l'euro, donc ce n'est pas un jugement politique, mais on a fait une erreur de gestion. De même qu'avec l'euro, on aurait dû prévoir quelque chose que certains appellent parfois le gouvernement économique de la zone euro, en tout cas des modes de convergence des politiques économiques qu'on n'a pas vraiment fait. De même qu'avec Schengen, qui encore une fois pour moi est une excellente idée, mais on a mal mis en œuvre l'idée parce qu'on n'a pas complété le dispositif par ce qu'il aurait logiquement dû être complété, c'est-à-dire un meilleur contrôle, délimitation et contrôle surtout de la frontière extérieure. Et ça, malheureusement, on ne l'a pas fait. Si on l'avait beaucoup mieux fait, je pense que la crise des migrants aurait été moins intense et moins forte. Quel que soit le jugement, encore une fois, que l'on porte sur la nécessité ou pas sur le fait qu'il ne faut ou pas accueillir un certain nombre de migrants. Ça, c'est un autre sujet. D'accord. Gabriel ? Oui, je voudrais parler d'un autre type de frontière. L'Atlas est dédié à Michel Fouché. Et je crois avoir lu quelque part dans le monde une tribune de Michel Fouché sur la question des frontières du cyberespace. Parce que là aussi, quand on parle de sans-frontiérisme, quand on dit Internet sans frontières, etc., et en fait, non, Internet n'est pas sans frontières. Il ne va pas en Chine, il ne va pas partout. Et est-ce qu'il y a une géopolitique de ce cyberespace ? Qu'il y a un État Google, un État Facebook, et où sont les frontières de ces États-là ? Est-ce qu'elles ne sont pas cartographiées là ? Alors, c'est très difficile à cartographier parce que on peut cartographier le cyberespace, mais pas dans un atlas des frontières, parce qu'il n'y a pas de frontières au sens de l'État-nation. Le développement du cybermonde, du cyberespace, fait partie de ces dynamiques. Vous savez, au début, j'ai parlé de deux dynamiques, deux types de forces, celle qui pousse vers l'ouverture et celle qui pousse à la fermeture. Très clairement, le cyberespace, c'est une force de dépassement de la frontière. Mais le cyberespace n'est pas la négation des frontières nationales. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Google, c'est où ? Palo Alto, Californie. Google, c'est aux États-Unis. Toutes ces grandes entreprises, elles sont localisées. Alors, elles ont parfois les moyens d'échapper partiellement à certaines réglementations nationales, mais elles ont une existence physique. Et si elles ont une existence physique, c'est dans un État. Et si c'est dans un État, cet État a des frontières. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément antinomique de l'existence des frontières. Peut-être qu'un jour, il y aura, certains en rêvent, des grandes entreprises multinationales, où certains en font des cauchemars,
d'ailleurs, des grandes entreprises multinationales qui s'installent au milieu de l'océan, sur des plateformes, sur de gigantesques plateformes amarrées en eau profonde, totalement hors de l'espace, totalement hors du contrôle des États. On faisait pour les radios libres autrefois sur les bateaux. Exactement. C'est de là à ce que Google soit transféré sur une plateforme mobile de type pétrolier Au milieu du Pacifique. au milieu du Pacifique. Franchement, on n'y est pas. Ils n'ont pas du tout envie de le faire. D'ailleurs. Ils n'ont pas du tout envie de le faire. Alors, vous l'avez rappelé, deuxième élément qui montre que le cyber, c'est pas la fin des frontières, c'est qu'on peut bloquer l'accès. Les Chinois et un certain nombre d'États dans le monde le font tous les jours. Alors, c'est compliqué. Ça demande du personnel. Mais s'il y a bien une chose dont les Chinois ne manquent pas, c'est du personnel. Il y a des armées chinoises de contrôleurs du web et aussi, par ailleurs, de cyberpirates. Ça, c'est un autre sujet. Et donc, je dirais que le cyber, c'est un nouveau champ d'affrontement, un nouvel espace des rapports de force politiques et économiques. Ça fait partie des forces qui contribuent au dépassement des frontières, mais c'est pas un espace qui existe totalement hors de l'espace physique. Et donc, ça nous ramène quand même aux frontières. Et toutes les controverses qu'il peut y avoir, par exemple, entre Bruxelles, entre l'Union européenne et un certain nombre de grandes entreprises américaines sur la fiscalité, nous rappellent justement que la fiscalité, c'est quelque chose de national. Et donc, c'est à l'intérieur d'un espace délimité par des frontières. Nous montre justement que ces grandes entreprises, même si elles voulaient échapper à l'État-nation, ne peuvent pas y échapper. Et pour enchaîner justement sur ces rapports entre les nations, sur ces relations internationales que vous connaissez bien, je voudrais parler d'un autre livre que l'Atlas, un autre livre qui s'est sans doute moins vendu à Noël, mais que vous avez préfacé, qui est le rapport de la CIA. Et dans lequel vous avez effectivement sorti un certain nombre de choses intéressantes, et notamment des scénarios sur le type de monde vers lesquels on va et quel type de rapport entre les nations. Et je crois que vous pourriez en dire un mot, c'est assez intéressant. Oui, parce que c'est effectivement lié à ce sujet indirectement. Alors, j'ai effectivement écrit l'introduction d'un rapport des services de renseignement américains, pas seulement de la CIA. Et donc, on l'a publié sous le titre « Les 20 prochaines années ». C'est un rapport de prospective fait par les services de renseignement américains tous les 4 ans sur l'état du monde et son évolution dans les 20 prochaines années. Et en gros, il y a 3 grands scénarios possibles et que j'ai appelé dans mon commentaire le monde de Poutine, le monde de Trump et le monde de Bill Gates. Ça, c'est mon appellation personnelle, hein. Ce n'est pas celle de la CIA ou des services américains. Et ce que nous disent les analystes américains, appuyés d'ailleurs par des centaines d'experts qui ont travaillé partout dans le monde, c'est qu'en gros, il y a 3 types d'univers possibles. Un monde dans lequel chacun se barricade chez soi. C'est le monde de Trump, on va dire. Un monde dans lequel les grandes puissances essayent d'accroître leur influence régionale et de développer leur sphère d'influence géographique, donc de repousser les frontières. Trump veut délimiter les frontières, là il s'agit plutôt de les repousser. C'est plutôt le monde de Poutine. Et il y a enfin un 3e monde qui, dans le rapport, s'appelle un monde de communauté. C'est un monde dans lequel, alors là, l'État-nation n'est plus, on est à l'horizon de 20 ans, hein, n'est plus la brique principale d'organisation du monde, mais ce sont au contraire des unités telles que les régions, les villes, les grandes entreprises, voire certaines grandes ONG ou églises, qui sont les forces politiques dominantes. Et l'État s'efface. Et si l'État s'efface, la frontière s'efface. Donc vous avez finalement, dans ce rapport de prospective, 3 univers différents qui sont dessinés pour les années, pour en gros 2025-2030. Un monde de consolidation des frontières, un monde où les frontières sont dépassées, et un monde dans lequel les frontières sont contestées. Voilà, 3 univers différents. Bien évidemment, c'est de la prospective, ce sont des scénarios illustratifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre monde en 2027 sera probablement... c'est plutôt... non, c'est 2037, excusez-moi. On est dans 20 ans. Hein. Notre monde dans les années 2035-2040
sera probablement une combinaison des trois. Dans quelle part, dans quelle proportion, ça je ne sais pas, personne ne le sait, mais encore une fois, ces scénarios sont faits pour aider à la réflexion, pour nourrir la réflexion. Et ce rapport n'est pas très optimiste non plus sur la vision des conflits à venir. Il n'est pas optimiste sur les 5 prochaines années. Il dit, à mon sens, à juste titre, que les risques de conflits majeurs n'ont jamais été aussi forts depuis la fin de la guerre froide. Et un des facteurs belligènes, c'est justement la propension de certains États à remettre en cause les frontières existantes. Et c'est là qu'on revient au sujet des frontières. Je ne sais pas si vous cherchiez à m'en éloigner ou si on reste sur ce sujet, mais je voudrais quand même dire un mot là-dessus, parce que je pense que là encore, c'est pour tordre le cou à une idée reçue. Un différend frontalier est rarement une cause de guerre. Le différend frontalier, il va symboliser, cristalliser des forces d'opposition, des forces de contestation, mais c'est le prétexte plus que la cause. Important de distinguer le prétexte et la cause. Et si les frontières étaient toutes parfaitement délimitées, ça voudrait dire que les rapports de force se sont pacifiés. Mais c'est pas la frontière. La frontière, elle reflète, elle symbolise, elle est le réceptacle de forces politiques qui la dépassent. Le différend frontalier n'est jamais la cause profonde d'un affrontement. Et les points chauds du globe, les plus chauds, ce seraient lesquels aujourd'hui ? Écoutez, tout dépend à quelle température, mais je ne vous surprendrai pas si je vous disais que les régions du monde dans lesquelles les voisins ne reconnaissent pas l'existence de l'autre ou la légitimité de l'existence de l'autre font partie naturellement des points chauds structurels sur la planète. Je pense à la péninsule coréenne, je pense à l'Inde et au Pakistan. Entre Israël et les pays arabes, c'est un peu plus... c'est aujourd'hui... ce n'est pas le risque de conflit principal au Moyen-Orient, même si entre Israël et l'Iran, il y a quand même un problème structurel. Et au-delà de reconnaître l'existence et la légitimité de l'autre, il y a bien sûr des pays qui cherchent à étendre leur influence, quitte à jouer avec les frontières. Et je pense notamment à la Chine sur les espaces maritimes adjacents, avec des contestations de souveraineté de tel ou tel État en mer, notamment. Et je pense bien sûr à la Russie et à ses voisins. Et quand je parlais tout à l'heure de nier la légitimité du voisin, il y a tout un discours aujourd'hui en Russie sur le thème l'Ukraine, le Kazakhstan, État artificiel, ont-ils véritablement une existence légitime en tant qu'État indépendant, etc. Donc, si vous voulez, on pourrait faire une liste artificielle des grands points chauds du globe, mais j'avoue que je ne suis pas sûr que ce soit un exercice véritablement fructueux. D'abord parce que je ne vous surprendrai pas beaucoup. Je rappelle juste, par exemple, pour évoquer une région qui n'est pas tous les jours dans l'actualité, qu'entre l'Inde et le Pakistan, c'est pas parce qu'on n'en parle pas beaucoup qu'il ne peut pas y avoir une crise majeure du jour au lendemain, et ça serait une crise très grave. Vous avez aussi dans l'ouvrage, vous consacrez 2 pages à quelques originalités de frontières. Et moi, j'ai découvert, par exemple, qu'il y a un hôtel franco-suisse qu'un monsieur assez avisé a fait construire à la fin du 19e. Oui, il y a quelques curiosités frontalières amusantes, parce que, encore une fois, on a voulu faire un ouvrage accessible à tous, grand et puis public, dont la lecture soit aussi distrayante. Les curiosités frontalières, c'est toujours fascinant. Et il se trouve qu'il y en a quelques-unes autour du territoire français, justement, qui sont particulièrement amusantes. Alors, je pense à l'île des Faisans, qui est l'île ou île de la Conférence, qui est une île donc sur la Bidassoa, là où s'est marié Louis XIV. Et cette île, elle est minuscule. Elle a la particularité d'être le seul exemple que je connaisse de condominium et de souveraineté partagée, par lequel, en gros, je crois que c'est tous les 6 mois. Tous les 6 mois, vous avez un vice-roi français et tous les 6 mois, un vice-roi espagnol. Je ne sais plus quel titre il a aujourd'hui. Je crois que traditionnellement, c'était vice-roi. Donc, je crois que c'est aujourd'hui, c'est le commandant de la base militaire
qui est à Bayonne, qui s'acquitte de cette lourde tâche, je crois. Bon, ça, c'est une curiosité amusante. L'hôtel dont vous parlez, c'est à la frontière franco-suisse, l'hôtel de l'Arbésie. Et il y a beaucoup d'endroits, y compris entre voisins qui s'entendent bien comme les Français et les Suisses, il y a beaucoup d'endroits dans lesquels la frontière n'est pas toujours parfaitement délimitée, où il peut y avoir des micro-contentieux. Hein, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Et puis là, je ne vais pas raconter tout l'historique, mais effectivement, il y a un hôtel, l'hôtel de l'Arbésie, qui est situé sur la frontière franco-suisse. Et donc, je crois qu'il y a une porte en France et une porte en Suisse. Et je n'ai pas creusé le sujet au point de savoir où ce monsieur paye ses impôts. Le monsieur qui est propriétaire paye ses impôts. Je ne sais pas si la question a été réglée. Voilà. Enfin, des micro-contentieux, questions juridiques ouvertes sur les frontières, il y en a partout, y compris effectivement. Justement, est-ce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de frontières comme ça qui mouvantes, beaucoup toujours de dialogues bilatéraux, trilatéraux ou peut-être à plus on ne parle pas entre bons voisins, on n'a pas besoin de parler de beaucoup de frontières. Non, ce qui est intéressant, c'est que on est aujourd'hui, et là je reviens à mon tableau général de la frontière aujourd'hui, on est aujourd'hui aussi dans une phase de consolidation et de démarcation des frontières. Partout dans le monde, les murs en sont l'illustration la plus flagrante. Les murs, c'est pas seulement, enfin les murs qui sont encore une fois plutôt des clôtures. C'est très rare qu'on ait des murs en dur. Hein. On devrait plutôt parler de clôtures. Par exemple, entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, la frontière, en gros, on savait qu'elle passait à peu près par ici ou par là, mais enfin, elle n'était pas véritablement délimitée. Dans les 10 dernières années, dans les 15 dernières années, l'Arabie Saoudite a décidé de démarquer toutes ses frontières et donc a construit une clôture, on est en train de finaliser une clôture qui la sépare du Yémen. Il a fallu pour cela aussi démarquer la frontière. Donc là, dans un monde dans lequel les frontières sont contestées et ont été pendant les 20 dernières années sujettes à un mouvement, une dynamique d'ouverture ou de dépassement, aujourd'hui, on a plutôt un phénomène de délimitation, de démarcation et simplement de fixation des frontières. En Afrique, aujourd'hui, il y a énormément de frontières qui sont en voie d'être délimitées et démarquées. Je dis délimitées et démarquées, je crois que sur le plan, alors je ne suis pas géographe, j'ai travaillé avec une géographe, mais je n'aurais pas dire de bêtises. Je crois que c'est une question d'échelle. Quand on dit délimité, c'est en gros, la frontière, elle passe là, et démarquée, on va mettre des bornes ou des symboles, ou un chemin, ou une clôture, voilà. Et on dit, c'est la matérialisation physique de la frontière. Il y a en Afrique énormément de contentieux frontaliers qui ont été réglés dans les 20 dernières années. Les frontières africaines, par exemple, sont en phase très clairement de consolidation. Et c'est un mouvement général. Alors, pendant de la frontière, c'est pour le ressortissant de tel ou tel pays, c'est le passeport. Et on apprend dans votre livre que lorsqu'on est titulaire d'un passeport suédois, finlandais, allemand, du Royaume-Uni ou des États-Unis, on peut accéder à plus de 170 pays. Par contre, lorsqu'on est titulaire d'un passeport bolivien, de Sierra Leone, du Libéria ou de Guinée, là, on est entre 35 et 40 pays. Alors, attention, pour être plus précis, ça peut vouloir dire deux choses différentes. Accéder sans visa, hein, ou tout simplement... Il y a des pays qui interdisent l'entrée sur leur territoire d'un détenteur de visa ou de passeport de tel ou tel pays. Mais il y a aussi des pays qui proposent la liberté de circulation, enfin la liberté d'entrer sur le territoire sous réserve, enfin sans visa. Hein. Il y a toute une gradation de procédures différentes. Mais effectivement, selon la manière dont les passeports sont faits, selon les accords bilatéraux qui peuvent exister entre tel ou tel pays, il y a des passeports qui ouvrent davantage de possibilités de voyager que d'autres. Et pourquoi la Bolivie est si mal classée? Bon, Sierra Leone, alors, Libéria, je vous avoue que je n'ai pas creusé tous ces records, parce qu'on parle beaucoup des records. La Bolivie, en l'espèce, je ne connais pas la raison exacte. Le Sierra Leone, je soupçonne fort que ce soit en raison du fait que la manière dont les passeports sont délivrés soit pas considérée comme très sécurisée ni très satisfaisante par beaucoup d'autorités consulaires. Le cas de la Bolivie, j'avoue que je
Je ne sais pas y répondre. Et la France, bon, est sur la 3e place du podium pour les pays, les passeports les plus acceptés, hein, avec donc 173 pour ceux que j'ai cités tout à l'heure, 172 le Danemark, le Canada, et la France 171 avec plusieurs des pays de Schengen, Italie, Belgique, Pays-Bas et le Japon. Vous avez à la fin de l'ouvrage, vous avez cité, vous avez traduit une citation du vice-roi des Indes, qui a été aussi secrétaire aux Affaires étrangères, secrétaire britannique aux Affaires étrangères, Lord Curzon of Kedleston, qui... alors c'est une citation, on est un peu dans du Kipling, c'est tout à fait. Hein, je vais la lire juste, enfin un extrait. C'est tout au long de milliers de kilomètres de frontières lointaines se trouvent les seigneurs des marges du XXe siècle. Ils respirent le souffle de la frontière avec un F capital qui imprègne tout leur être. Le courage et l'esprit de conciliation, car sans le don de sympathie pour les tribus natives, ils n'auront guère de chance de réussir. La patience et le tact, le sens de l'initiative et la maîtrise de soi, telles sont les qualités requises de l'école moderne des pionniers, auquel il faut ajouter, pour l'officier idéal servant à la frontière, le goût des langues, un minimum de bagages scientifiques, une constitution robuste. La tâche qu'il peut avoir et conduire est celle de l'explorateur, de l'administrateur, du commandant militaire, ou toutes celles-ci simultanément. Pourquoi cette citation? Alors, c'était parce que ça reflète une sorte, j'hésite à employer ce mot, mais je vais appeler ça le romantisme impérial, et incarné effectivement par Lord Curzon of Kedleston, qui était historiquement un des plus grands traceurs de frontières de l'histoire, puisqu'il a parfois littéralement de ses mains tracé un nombre de frontières tout à fait considérable, dont on voit encore aujourd'hui l'héritage dans l'ancien empire britannique. Les puissances impériales à l'époque sont persuadées qu'elles font non seulement un travail de, entre guillemets, civilisation, fermez les guillemets, mais aussi un travail de démarcation de l'espace mondial. Hein. Et il y a cette espèce de romantisme qu'on peut trouver un peu déplacé aujourd'hui, naturellement. Et c'est une conférence célèbre qu'il a fait sur les frontières, justement. Et je la cite aussi parce qu'il dit un peu plus loin qu'il a une sorte de prévision qui s'est avérée assez juste. Donc c'est il y a un siècle, exactement, il y a un peu plus d'un siècle. Il dit « Nous entrons, en gros, dans l'ère d'un monde fini », il le dit bien avant Paul Valéry, dans lequel bientôt il n'y aura plus de taches blanches sur les atlas, sur les cartes. Les États, les grandes puissances, on ne parle que d'empire à l'époque, se seront divisés la planète. Hein. Et ça me permet de dire un mot d'un autre phénomène dont on n'a pas encore parlé, qui est très intéressant et très important. C'est le fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Lord Curzon of Kedleston. Il n'y a plus de traceurs de frontières. L'époque impériale, dans laquelle, symbolisée par ces citations, dans laquelle, en gros, des diplomates et des généraux se retrouvaient autour d'une table pour tracer littéralement les frontières, cette époque est révolue. On ne trace plus de frontières entièrement nouvelles. Ça ne se fait plus. Quand je dis ça ne se fait plus, ça veut dire qu'il y a une norme. C'est-à-dire que l'État ou le dirigeant qui le fait s'expose soit aux sanctions, soit à la riposte militaire. Il y a des pays récents qui sont nés pourtant, je sais pas, je pense. Attendez, vous ne m'avez pas laissé terminer. Allez-y. On ne trace plus de frontières terrestres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nouveaux États indépendants. Mais quand un État devient indépendant, on utilise la frontière administrative existante. Voilà. Et vous regardez la quasi-totalité des pays qui sont devenus indépendants dans les 50 dernières années, ont utilisé des délimitations administratives préexistantes, parfois très anciennes, pour déterminer quelles seraient leurs frontières. En gros, on trouve que c'est plus simple. Et c'est d'ailleurs une politique qui a été encouragée par les instances juridictionnelles internationales, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Et c'est ce qui évite les conflits, finalement. Enfin, les différends, plutôt. C'est ce qui évite les différends frontaliers. Ça ne veut pas dire que ça règle tous les différends. Le Soudan et le Sud-Soudan n'ont pas démarqué précisément leurs frontières, alors qu'il y a tout un tas de gisements de pétrole de part et d'autre de la frontière. Bon. Mais en tout cas, l'ère
décrite par Lord Curzon est une ère révolue. On ne trace plus de frontières entièrement nouvelles. Il reste beaucoup de frontières à tracer en mer, c'est un autre sujet. La mer, c'est souvent lié aussi à du gaz, du pétrole, Oui, mais pas seulement. C'est parce que nous sommes aujourd'hui en phase d'application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et que donc il y a un certain nombre de revendications sur les droits sur ce qu'on appelle le plateau continental étendu qui sont en train d'être présentés à l'ONU. La France, d'ailleurs, a un très bon dossier. Elle est en train de gagner. C'est le deuxième pays, je crois. Alors, la France a le deuxième domaine continental, domaine maritime aujourd'hui. Et si toutes ces revendications étaient acceptées, en termes de droit d'exploitation, elle pourrait avoir le premier domaine aux environs de 2020-2025, si toutes ces revendications sont acceptées. Les revendications portent sur quel secteur Eh bien, vous pouvez vous imaginer qu'il s'agit essentiellement autour des départements, de ce qu'on appelait les départements et les territoires, les DOMCOM. C'est autour des DOMCOM, bien sûr, que les demandes d'extension sont les plus importantes, mais ça concerne aussi le golfe de Gascogne. Enfin bon, il y en a beaucoup. Il y a un programme gouvernemental français qui est très intéressant, qui s'appelle Extraplac. Et littéralement, ça veut dire extension raisonnée du plateau continental, et qui gère l'ensemble de ces demandes d'extension des droits de la France au-delà de ce qui est aujourd'hui ses frontières. C'est un projet tout à fait intéressant et assez méconnu du grand public. On voit aussi, et on poursuit sur les frontières, il y a un peu lié aux revendications indépendantistes, etc. Mais il y a des nouveaux pays qui sont nés, enfin, ou qui émettent des passeports, ou je sais pas, la Transnistrie par exemple. La Transnistrie. Si vous me demandez combien il y a d'États dans le monde, quelle réponse allez-vous me faire? Je ne sais pas quelle réponse vous allez me faire. Celle de l'ONU, non? Les 192, 193. Mais il n'y a pas une seule réponse à cette question. Parce que qu'est-ce qu'un État? On connaît les critères en droit international. Territoire, population, souveraineté, reconnaissance. La monnaie? La monnaie n'est pas un critère de droit, c'est une conséquence de la souveraineté. C'est un attribut de la souveraineté, un des attributs fondamentaux. Mais on peut être un État sans avoir de monnaie nationale. C'est le cas, me semble-t-il, dans un certain nombre de pays européens. Bon. Simplement, vous avez le droit de battre monnaie nationale. Nous avons le droit de revenir au franc, c'est en termes de droit. Mais si vous voulez répondre à la question combien y a-t-il d'États au monde, vous n'avez pas de réponse simple, ou plutôt vous avez plusieurs réponses. Qu'est-ce qu'un État? C'est pas si simple. Alors la réponse sans risque, on va dire, c'est le nombre d'États faisant partie des Nations Unies. Bon, c'est quasiment 200 si on compte les observateurs. Parce que c'est pas aussi simple que ça. Bon, il y a des observateurs, il y a même des membres des Nations Unies qui n'ont pas de territoire, l'ordre de Malte par exemple. Bon, c'est une exception. Bref, bon, c'est une réponse possible. Mais pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que la Transnistrie, c'est typiquement un territoire qui est un peu entre deux. Ni territoire considéré comme unanimement considéré comme faisant partie de la Moldavie, ni territoire unanimement considéré comme indépendant. Donc c'est un entre-deux. Et quand on est dans un entre-deux, d'abord la vie quotidienne n'est pas facile. Et puis c'est vrai qu'on a parfois des gouvernements locaux qui émettent leur propre passeport, justement, quitte à ne pas être reconnus. C'est le cas pour le Haut-Karabakh, par exemple. Le Haut-Karabakh qui est contesté entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Alors on émet des passeports, mais c'est symbolique. Parce que le passeport, il peut être reconnu par quasiment personne. Donc émettre un passeport, c'est un peu un symbole. C'est pour dire, regardez, j'existe en tant qu'État puisque j'ai un passeport. Bon, c'est un symbole plus qu'autre chose. Mais l'exemple de la Transnistrie, qui n'est pas tous les jours, les grands titres des journaux, c'est justement pour vous montrer que, c'est un bon exemple pour montrer que c'est pas facile de répondre à la question combien y a-t-il d'États au monde. Sur la question des frontières, aujourd'hui on parle beaucoup de changement climatique
Est-ce que ce changement climatique a une incidence sur le dessin des frontières à venir? Et est-ce que le concept de réfugié climatique a un sens aujourd'hui? Alors, le changement climatique peut avoir une incidence sur certaines frontières, parce que si le débit de certains fleuves change, leur cours peut changer, par exemple. Si la frontière est fixée sur un glacier, par exemple, sur tel ou tel point d'un glacier, et que le glacier disparaît, ben, ça peut renouveler un différend ou un contentieux. Bon. Si les glaces de mer d'été dans l'Arctique continuent à se rétracter, alors la manière dont les États vont exprimer leurs revendications de souveraineté maritime va différer, etc., etc. Donc ça fait partie des facteurs qui vont jouer sur la problématique des frontières, surtout fluviales et maritimes, mais aussi glaciaires, dans les décennies qui viennent. Ça ne sera pas un facteur majeur, ça ne sera pas le facteur le plus important. Vous parlez de réfugiés climatiques. C'est une expression qu'on voit régulièrement dans les commentaires, et beaucoup d'ONG l'utilisent, mais personnellement, j'ai toujours été un peu dubitatif devant la pertinence de cette notion. Qu'est-ce qui distingue un réfugié climatique d'un réfugié non climatique? Est-ce que le climat est vraiment le facteur principal, l'évolution du climat est vraiment le facteur principal qui conduit à certaines migrations? Je me posais ce type de questions et j'ai été ravi, j'étais plutôt satisfait de voir que dans son dernier rapport, le GIEC, dans son rapport d'experts paru il y a un an et demi, le GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, met en pièces la notion de réfugié climatique et dit, à mon sens, à juste titre. Alors je dois dire que j'ai écrit aussi un autre petit livre sur les effets géopolitiques du changement climatique qui s'appelle, j'ai oublié son titre. J'ai vu ça. C'est le climat facteur. aux éditions du CNRS. Oui, le climat est-il un facteur de guerre, en gros. Bon, excusez-moi, je devrais connaître le titre de mes bouquins. C'est un petit livre, mais plus sérieusement, c'est un livre qui vise à mettre en cause l'idée, qui est presque une idée reçue, selon laquelle le changement climatique peut être un facteur belligène, un facteur de guerre. Et donc, de ce rapport du GIEC, le rapport d'experts du GIEC, parce que quand on dit les rapports du GIEC, en général, on parle seulement du rapport de synthèse qui fait une centaine de pages, mais les rapports du GIEC, c'est 600 ou 800 pages. Et il faut se les cogner, si je peux me permettre. Et c'est dans un de ces rapports d'experts qu'on fait un sort à cette notion de réfugié climatique. Et donc, les experts et les scientifiques qui ont travaillé sur ce sujet, en gros, sont plutôt d'accord pour dire que c'est un concept qui n'a pas de pertinence. On ne peut pas dire qu'il y a une catégorie à part de réfugiés qui s'appelle des réfugiés climatiques. Dans les faits, il est très rare que l'évolution du climat soit à elle seule le déterminant principal de certaines migrations. C'est la raison pour laquelle il recommande, ces experts, la plus grande prudence sur l'emploi de cette notion. Alors, quant à ceux qui donnent des chiffres sur le nombre de migrants climatiques ou de réfugiés climatiques à l'horizon 2030, 2035, 2050, fuyez, n'y accordez aucune attention. Ça ne veut rien dire. Qu'on estime que la question des migrants et des réfugiés soit une grave question, une question humanitaire prioritaire, c'est une chose. Que l'on dise que l'on cherche à affoler la population, pardonnez-moi, mais il n'y a pas d'autre mot, en disant que le changement climatique va causer des vagues de centaines de millions de migrants, je pense que c'est véritablement une absurdité. Est-ce que, avant de donner la parole à la salle, je vais faire le journaliste de base. Normalement, je te pique la plaque, Franck, mais pour parler de l'actualité, votre nom est apparu dans la presse récemment, parmi des gens qui pourraient conseiller éventuellement un futur président de la République. Alors, je ne sais pas si l'information est juste ou pas. Et si elle est juste, on dit quoi aujourd'hui à un président de la République sur les relations internationales? Je me suis, effectivement, je n'en fais pas mystère, je me suis engagé très tôt auprès d'un des candidats qui se retrouve aujourd'hui être au deuxième tour. Je précise tout de suite que nous sommes très nombreux, que je n'ai pas de rôle... Votre nom n'était pas le seul, il y en avait d'autres dans l'article. Nous sommes très nombreux, je ne vais pas vous dire que j'ai un rôle tout à fait capital autour de ce candidat. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des gens de toutes origines politiques et intellectuelles autour de lui sur ces sujets.
que ces instincts ou ces idées les plus marquantes sur les sujets internationaux sont empreintes de prudence et d'un certain traditionnalisme, voire de conservatisme au sens de la politique étrangère. Il souhaite, dit-il, en revenir à une politique dans laquelle la France essaye à la fois d'avoir de bons rapports avec les États-Unis et la Russie. Il souhaite qu'on soit peut-être plus modéré, mesuré dans l'emploi de la force militaire. Bon, il y a quelques marqueurs qui apparaissent à travers les entretiens qu'il a donnés sur ces sujets. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Je pense que un président de la République change au moment où il accède à la magistrature suprême. Il ou elle peut arriver avec certaines idées, certains instincts, mais lorsque la charge vous est conférée, ça vous change un homme ou une femme. Et si vous voulez, par exemple, il était très difficile de prévoir que François Hollande soit quelqu'un qui soit aussi prompt à employer la force militaire, aussi dur et aussi décisif sur certaines opérations discrètes, des opérations de renseignement, des opérations spéciales. C'était peut-être difficile à prévoir. Beaucoup ne l'avaient pas prévu. Donc tout ça pour vous mettre en garde contre ce qu'il est toujours tentant de faire, à savoir voir ce qu'il a dit et écrit pour essayer de savoir quelle va être sa politique étrangère et savoir qui le conseille pour essayer de deviner quelles en seront ses inclinations. Encore une fois, c'est spécifique à la politique étrangère et à la défense, parce que c'est vraiment ce qu'on appelait à une époque le domaine réservé. Cette expression n'a pas beaucoup de sens, mais c'est d'abord là qu'est la charge présidentielle. Et il n'y a qu'une fois que vous êtes investi de la charge que vous ressentez exactement ce que ça représente et que vous êtes en situation d'exercer cette responsabilité. Donc je crois qu'il est un petit peu ambitieux, et il serait ambitieux de ma part de vous définir quels vont être les grands axes non, les grands axes, je peux, mais de vous dire en détail quels vont être les grands axes, quels pourraient être, les grands axes de la politique étrangère de ce candidat, ça me paraît un petit peu ambitieux. Par ailleurs, je ne suis pas mandaté pour ça et nous sommes filmés, donc je ne voudrais pas dire en public des choses qui pourraient m'être ensuite reprochées. Sur la défense, c'est un peu différent, parce que sur la défense, il y a un programme très détaillé et avec des conséquences économiques forcément toujours très lourdes. Et donc là, il y a quand même, contrairement à la politique étrangère où les choses sont pas très détaillées, en tout cas dans certains domaines, sur la défense, sur les questions de gestion de l'appareil militaire et de sécurité, là le programme est extrêmement détaillé, donc je pense que ça fournit un guide assez utile sur la manière dont les choses vont être gérées. Mais sur les interventions militaires, c'est plus difficile, parce que, vous savez, il y a cette fameuse phrase de François Hollande à Tombouctou, au Mali, quelques jours après l'intervention des forces françaises, où il dit « Je viens peut-être de vivre la journée la plus importante de ma vie politique ». Et cette phrase, personnellement, j'ai tout de suite compris ce que ça voulait dire. Enfin, je ne me vante pas en disant ça, mais je crois vraiment avoir compris ce qu'il voulait dire. La décision politique, aujourd'hui, dans une démocratie occidentale, c'est difficile, ça se fait en temps réel, sous la pression de multiples intérêts, conseillers, lobbies, etc. On navigue. L'outil militaire, pour un président de la République française, c'est formidable, parce qu'il appuie sur un bouton et ça marche, et non seulement ça marche, mais ça marche tout de suite. Et je crois que François Hollande, ce jour-là, découvre la puissance de ce que c'est qu'être le chef des armées d'un pays comme la France. Vous avez un outil qui est utilisable tout de suite, ça marche, et ça change une situation politique de manière quasi immédiate. Et je pense que c'est ça qu'il veut dire, parce qu'il voit tout de suite, quelques jours après l'intervention, l'impact que ça a eu sur le Mali. Pardon pour cette digression, mais elle me semblait intéressante pour souligner à quel point, encore une fois, je crois qu'il faut être prudent quand on essaie de prévoir ce que va être exactement, au-delà des grandes lignes et des grands axes, la politique étrangère et de défense d'un candidat. Mais
il y a quelques points chauds qui conviendra de gérer. Ah, je ne vous surprendrai pas si je vous dis que le Moyen-Orient, le Maghreb et le Machrek vont faire partie des zones d'attention prioritaire du nouveau président. C'est une évidence. Maghreb, Machrek, Moyen-Orient, Proche-Orient, Moyen-Orient et la question ukrainienne vont faire partie des dossiers les plus suivis et dès le début. Ce que les candidats à une élection présidentielle, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, ne savent pas toujours, ont parfois du mal à réaliser, c'est que la politique étrangère, ça va leur prendre la moitié de leur temps. Et ils ont beau le savoir, ils ne le réalisent pas forcément. On a beau leur dire, ils ont beau le savoir, parce qu'en général, c'est plutôt des gens intelligents. Quand ils font campagne, ils ne font pas campagne sur ces thèmes-là. Quand ils vont en province pour un meeting, une réunion, ce n'est pas sur ces sujets-là qu'ils vont parler, ce n'est pas sur ces sujets-là qu'on va les interpeller. Et donc, ça ne percole pas forcément. Et quand on est président des États-Unis, mais aussi Premier ministre britannique ou président français, c'est des sujets qui s'imposent à vous dès le premier jour. D'ailleurs, le prochain président va avoir un agenda international très rempli dès les mois de juin et juillet. Et donc, il y a forcément un effet de découverte et d'apprentissage. Et c'est là que le rôle des conseillers est important. Il est important que les présidents soient tout de suite entourés de gens qui connaissent très bien ces affaires de manière très professionnelle, parce qu'ils ont besoin. Ce grand bain international, ils sont plongés immédiatement. Parmi les attributs du président, il y a la dissuasion, la dissuasion nucléaire, et c'est un sujet que vous maîtrisez particulièrement. Vous avez beaucoup écrit. C'était votre avant-dernier ouvrage avec un journaliste Jean Guinel, avec Jean Guinel, ouais. Le président et la bombe, Jupiter à l'Élysée, qui était chez Odile Jacob aussi, c'est ça? Oui, ouais. absolument. Vous écrivez beaucoup, comment vous faites? J'aime ça. C'est un loisir. C'est un loisir, tout simplement. La Corée du Nord va aussi est un sujet un peu présent, pour le coup, dans l'actualité, mais c'est un sujet un peu chaud aussi. Est-ce qu'on sait s'ils l'ont ou pas, la bombe? Est-ce qu'on sait où ils en sont? Est-ce que, pour l'instant, on est dans... Chacun montre ses muscles ou... Alors, la Corée du Nord, c'est pas une priorité pour un président français. C'est normal, c'est très loin. C'est un peu loin, mais... Et puis, c'est quand même davantage la priorité d'un président américain. Bon. Et en même temps, ça nous intéresse, nous. Pourquoi ça nous intéresse? D'abord, pour répondre à votre question, est-ce qu'ils ont la bombe? Oui, ils ont la bombe. La seule question, c'est de savoir s'ils ont une bombe assez petite pour être mise au sommet d'un missile qui peut aller loin. Et ça, il y a des débats là-dessus. Mais pourquoi ça nous intéresse? D'abord parce que si un jour ils ont des missiles qui peuvent couvrir la moitié de la planète, c'est pas totalement anodin qu'un pays, même comme la Corée du Nord, ait la possibilité d'atteindre le territoire européen, premièrement. Deuxièmement, c'est un pays qui exporte à peu près tout et n'importe quoi, qui n'a aucun tabou dans ses exportations. Donc ils exportent des missiles, de la technologie nucléaire, de la fausse monnaie, des cigarettes, de la drogue. Non, ils exportent de tout, les Nord-Coréens. Ils n'ont aucun tabou. Et ces braves gens coopèrent régulièrement avec certains États du Moyen-Orient, notamment, donc plus près de chez nous. Et on vend des missiles et on vend même de la technologie nucléaire. La Syrie avait un réacteur nucléaire nord-coréen très vraisemblablement destiné à produire de la matière fissile pour des bombes atomiques, qui a été détruit par Israël en 2007. Et si cette opération n'avait pas eu lieu, si on n'avait pas vu ce réacteur, on aurait peut-être une Syrie nucléaire aujourd'hui. Alors, tout ça pour dire que la Corée du Nord, ça a beau être un petit pays. Il faut arrêter de dire que c'est le dernier État stalinien de la planète. Je ne supporte pas de voir écrit ça, parce que la culture politique nord-coréenne, c'est tout sauf c'est autre chose que le stalinisme. C'est du nationalisme. C'est du nationalisme, c'est un totalitarisme très asiatique, au sens où l'État nord-coréen est considéré comme la mère du peuple
une mère protectrice, parce que les Nord-Coréens sont des enfants, et des enfants qui ont un sang extrêmement pur. Je vous raconte la phraséologie politique nord-coréenne. Hein. Le sang nord-coréen, il y aurait un sang nord-coréen, serait le plus pur du monde. Donc c'est un peuple fragile qu'il faut protéger, et donc il faut enfermer le pays. Ça, c'est la logique politique nord-coréenne. En tout cas, c'est l'ADN politique du pays. Admettez que c'est particulier. Hein. Le stalinisme, c'est autre chose. Donc c'est une forme de totalitarisme très, très particulière. Et c'est pas parce que c'est un tout petit pays qu'il ne faut pas le considérer comme très inquiétant. C'est un tout petit pays, mais n'empêche que ça fait quasiment 25 ans que je m'occupe de ces affaires. Ça fait 25 ans que j'entends dire que la Corée du Nord va s'effondrer. Bah, n'empêche qu'elle est toujours là, et peut-être que dans 25 ans, elle sera toujours là. Donc voilà, c'est un vrai sujet géopolitique. C'est pas un sujet prioritaire pour le prochain président français. Merci. On va prendre des questions dans la salle. Qui veut poser une question? Qui? Allez, il y a des... Oui, Jean-François Houzeau, Conseil de développement. Vous nous avez parlé de l'Écosse, mais qu'en est-il de l'Irlande du Nord dans le Brexit? Puisqu'actuellement, il n'y avait plus de frontières entre l'Aire et l'Ulster. Si, il y a une frontière, puisque... d'abord, il y a une frontière, puisque ce sont deux États différents. Non, il n'y a pas de libre circulation. Il n'y a pas de libre circulation au sens de Schengen, puisque la Grande-Bretagne ne fait pas, le Royaume-Uni ne fait pas partie de l'espace Schengen. Donc la circulation n'est pas libre au sens de Schengen. Effectivement, bon, si l'Écosse est le principal risque indépendantiste, risque géopolitique induit au Royaume-Uni par le Brexit, c'est l'Écosse. Mais on craint que ça réveille, comme on dit, la question irlandaise. Question irlandaise qui est... Bon, quand on va sur place, on voit qu'il y a encore... les cicatrices sont encore là. Hein. On a un petit peu... Là, les plus âgés d'entre vous connaissent ça par cœur, mais on a un petit peu oublié à quel point ce conflit a été grave, a été meurtrier, a été sanglant. Et c'était au cœur de l'Europe quand même. Hein. Ça paraît un petit peu loin maintenant, ça commence à s'éloigner, mais il ne faut pas oublier à quel point ça a été dur. Et on n'est pas encore à une génération après la fin du conflit. Bon. Est-ce que l'Ulster pourrait vouloir rester dans l'Union européenne en s'unissant à l'Air, à la République d'Irlande? C'est un scénario concevable. Mais c'est vraiment de la dynamite. Et tout le monde le sait. Personne n'a envie de réveiller le conflit. Donc autant en Écosse, il y a une dynamique propre. L'Écosse s'est isolée avec une dynamique propre, un parti dominant et une population qui, dans son ensemble, je ne sais pas ce que donnerait un référendum fait demain, mais dans son ensemble est quand même de plus en plus favorable à l'indépendance. Et on peut imaginer les termes de la sécession, même si ça serait très compliqué. L'Irlande du Nord, le sujet est posé. Quelles seront les conséquences du Brexit sur la question irlandaise? Le sujet est clairement posé. Mais je crois qu'on se rend compte de part et d'autre, sur l'île et en Grande-Bretagne, que c'est vraiment de la dynamite. Voilà. Une autre question? Ouais. Oui, Monique Boutran du Conseil de développement. Vous n'avez pas du tout évoqué la Turquie, qui est un point un peu central par rapport à l'Europe, par rapport à Moyen-Orient, etc. Est-ce que vous pouvez dire un peu comment vous voyez l'avenir de ce côté-là? Je vais d'abord le rattacher au sujet principal d'aujourd'hui, c'est-à-dire au sujet des frontières. Il y a une dynamique politique aujourd'hui en Turquie qui fait un peu penser à celle de la Russie et de la Chine. Des États qui cherchent dans l'héritage du passé, dans leur passé impérial, des raisons d'étendre leur influence, voire des justifications, et parfois même des justifications qui se voudraient juridiques, pour étendre leur influence sur leur voisinage immédiat. On ressort des vieilles cartes, on dit « Ah, c'était chez nous là-bas ». Lorsque les Turcs ont commencé à intervenir en Syrie,
l'une des raisons invoquées publiquement, je dis bien invoquées publiquement, c'était la protection de tel ou tel tombeau. Non. Les Turcs aujourd'hui, enfin plutôt le régime turc, fait énormément appel à l'histoire, et c'est effectivement le thème de mon prochain bouquin, sur cet appel à l'histoire en Chine, en Russie, en Turquie et ailleurs, et en Europe, pour dire, voilà, nous avons une légitimité à, peut-être pas dominer, mais avoir une influence prépondérante autour de ce qui est notre territoire d'aujourd'hui, qui n'est qu'un petit reste de notre gloire passée. Donc il y a la tentation de dépasser les frontières, là aussi, de repousser les frontières, mais sans qu'il y ait aujourd'hui d'action analogue à celle de la Chine ou de la Russie, c'est-à-dire d'implantation physique destinée à créer un fait accompli. Alors le deuxième lien entre la Turquie et les frontières, c'est l'accord qui a été passé entre l'Union européenne et la Turquie pour la gestion des migrants, et sur lequel il y a deux visions différentes. Et j'avoue que je suis bien embêté pour savoir quelle est la bonne. J'hésite entre les deux. Il y en a une qui dit « c'est un chantage inacceptable que nous impose Erdogan ». Et en gros, il nous dit si vous n'êtes pas content, vous en voulez combien? 1 million ou 2 millions? Il y a 3 millions de Syriens, je crois, à peu près, réfugiés. Je ne sais pas s'il y en a 3, mais il y en a plus de 2 en tout cas. Ouais. Voilà. Parce que la Turquie est évidemment un des deux grands points de passage, le grand point de passage terrestre. Une autre vision qui a été celle, à tort ou à raison, de la plupart des grands pays de l'Union européenne, y compris la France, consistait à dire on n'a pas le choix, ce truc va stopper provisoirement au moins la crise des migrants. Sinon, ça sera ingérable, ça va faire exploser l'Union européenne. Bon, je simplifie un petit peu. Mais ce qui est certain, c'est que ce pays détient une des clés des flux migratoires. Bon. Là où ça me laisse personnellement un peu perplexe, c'est que je crois que ça n'a plus aucune crédibilité aujourd'hui de dire qu'on ouvre de nouveaux chapitres de la négociation d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Les Européens n'en veulent plus et une grande partie des Turcs n'en veulent plus non plus. On maintient des deux côtés cette fiction parce que personne ne veut clore la négociation ou passer à un autre type de négociation vers une super association économique, chose comme ça. Donc voilà quelques mots sur la Turquie. Je ne prétends pas être aussi versé sur cette question que sur d'autres, donc j'en dirai peut-être pas beaucoup plus, mais simplement, encore un mot peut-être, ça s'est fait de manière assez lente, un petit peu comme en Russie d'ailleurs, mais aujourd'hui on peut dire qu'on est passé à un type de régime politique à Ankara qui a quitté le champ de la démocratie. La démocratie, il n'y a plus de démocratie politique, au sens où nous l'entendons en tout cas, en Turquie. C'est terminé. Ce qui pose d'ailleurs un problème, parce qu'on est censé être dans la même alliance militaire, l'Alliance Atlantique, l'OTAN, et quand on ne partage plus les mêmes valeurs et qu'on n'a plus vraiment les mêmes intérêts, on peut se poser la question. Alors, on ne va pas exclure, on peut pas, il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de précédent, il n'y a pas de procédure pour exclure un pays de l'OTAN, mais on peut se demander un peu ce qu'on fait avec les Turcs aujourd'hui. Qu'il soit clair que, comme dans le cas de la Russie, je parle du régime, je ne parle pas du pays. Ce sont des pays proches que nous aimons visiter, qui ont une culture, une civilisation, etc. Mais quand je dis la Turquie ou la Russie, c'est leur régime politique. Une autre question? Ouais. Oui. Vous avez indiqué qu'il n'y a pas d'État sans frontières. Et même s'il peut y avoir des litiges sur le tracé, comme entre le Soudan du Nord et du Sud, si j'ai bien compris, mais par exemple, l'État israélien n'a toujours pas précisé ses frontières, et pour cause. Et d'ailleurs, le mur israélien n'est pas non plus une frontière, puisqu'il y a des... Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres exemples dans le monde? Alors, il y a d'autres exemples de contentieux graves qui empêchent, qui touchent à la délimitation de l'essentiel des frontières d'un État. Je prends par exemple le cas du Maroc.
l'annexion, le Maroc a annexé ce qu'on appelait avant le Sahara occidental. Cette annexion n'est reconnue par quasiment personne. Dans les faits, c'est une réalité. Bon. Mais quel est le statut exact du territoire anciennement appelé, qu'on appelle toujours à l'ONU d'ailleurs, Sahara occidental? Là encore, c'est un cas qui est dans l'entre-deux. C'est pas un État, mais c'est pas non plus un territoire indépendant. Et le grand paradoxe, c'est que les Israéliens n'ont pas annexé la Cisjordanie, et encore moins Gaza. Gaza, ils préféraient s'en débarrasser, mais c'est que là, la Cisjordanie est un cas assez particulier. Parce que c'est une grande partie de la frontière, entre guillemets, israélienne. Ça n'est pas une frontière. Quand on parle des frontières de 67, il n'y a pas de frontière de 67. Il y a une ligne de cessez-le-feu de 1948. Hein. Donc, les frontières de 67, c'est une expression symbolique ou politique, mais ça n'a rien de juridique. Le cas de la Cisjordanie est très particulier parce que ce territoire donc, appartenait à l'Empire ottoman, n'a jamais été souverain, a été annexé par la Jordanie. On s'en souvient pas toujours, mais a été annexé. La Jordanie avait annexé ce territoire, entre guillemets, comme le Maroc avait annexé le Sahara occidental. Et puis, après la guerre de 67, la Jordanie a un temps maintenu ses revendications territoriales, puis les a abandonnées. Je crois que l'abandon définitif par la Jordanie de toute prétention territoriale sur la Cisjordanie, ça date des années 1980. C'est très tardif. Merci, 88. Vous connaissez très bien le sujet. Donc on a un cas, effectivement, qui n'est peut-être pas... Enfin, c'est un cas assez unique, parce que la complexité politico-juridique de la Cisjordanie, de la situation de la Cisjordanie et de Gaza, a peu d'équivalent. Contrairement à ce qu'on dit parfois, ce n'est pas le dernier territoire occupé du monde, puisque le Maroc, encore une fois, est considéré par l'ONU comme puissance occupante du Sahara occidental. Une question qui doit encore être réglée juridiquement par un référendum qui doit se tenir depuis 30 ans et qui a très peu de chances de se tenir. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce cas très particulier. Dans les faits, le mur israélien, ou plutôt la clôture, parce que sur les 2/3 c'est une clôture, préfigure ce que pourrait être une frontière internationale, nonobstant quelques échanges de territoire. Et connaissant assez bien le sujet, y compris sur le terrain, je peux vous dire que la question n'est plus une question territoriale. Si demain vous mettez les équipes de négociateurs israéliens et palestiniens ensemble pour définir les contours des deux États, vous aurez très peu de problèmes. La question... Si, c'est une affirmation. La question est de savoir si les swaps, ce qu'on appelle les swaps de territoire, c'est-à-dire les côtés, les territoires, on va dire palestiniens qui iraient à Israël ou israéliens qui iraient à la Palestine, pour faire simple, seraient à hauteur de 1%, de 2%, de 3% ou de 4%. Voilà. La question des colonies, des grandes colonies, est un non-sujet parce qu'elles sont très facilement, les grandes colonies ne sont pas le problème. Les grandes colonies sont tout proches de la frontière, donc elles feraient partie des swaps. La question, c'est plutôt celle des petites colonies qui sont sur une ligne nord-sud, sur un axe nord-sud et souvent au sommet des collines. Et alors là, pour le coup, on n'évacue pas comme ça du jour au lendemain 70 000 personnes au moins. Le plan Olmert, c'était prévoyait l'évacuation de 70 000 personnes. Bon, tout ça pour vous dire, je reviens à ce que je suggérais, qui est en tout cas ma thèse, c'est que la question territoriale, ça n'est pas le sujet. Les sujets de fond, c'est quoi? C'est la reconnaissance mutuelle des deux côtés du fait que le conflit est terminé et que c'est une solution de long terme qu'on veut dessiner, alors que du côté israélien comme du côté palestinien, on n'y est pas encore prêt. La question, parce que c'est lié bien sûr à la reconnaissance, à la légitimité mutuelle, etc. La question qu'on appelle du côté palestinien le droit au retour, donc la question des réfugiés de 48. La question de Jérusalem, et à l'intérieur de celle de Jérusalem, le statut des lieux saints, et notamment du Haram al-Sharif, c'est-à-dire du mont du Temple pour les Juifs, et du noble sanctuaire pour les musulmans.
Les questions de fond sont des questions politiques, symboliques, religieuses, mais elles ne sont pas territoriales. La frontière, là, je le répète, alors c'est une thèse qui n'est pas partagée par tout le monde, mais très honnêtement, je connais peu d'experts palestiniens et israéliens que vous réunissez autour d'une bière et qui sont en désaccord total avec cette thèse. Donc c'est une thèse assez bien informée pour moi. Voilà, donc là, le territoire n'est pas le sujet principal, à mon sens. Mais on a quand même, je le répète pour terminer, une situation qui a peu d'équivalent dans le monde. Il y a des situations aussi brûlantes et aussi difficiles et aussi douloureuses au Cachemire ou quelques autres. Mais là, on a une situation, pour toutes les raisons que j'ai indiquées, qui est effectivement très particulière. Monsieur, comme vous connaissez bien le sujet, vous voulez peut-être rebondir ? Oui, je suis d'accord sur le fond que ce n'est pas essentiellement, pas que ça en tout cas. Bon. Mais par exemple, Jérusalem-Est a été annexée, et notamment, c'est une partie de la Cisjordanie. Et vous ne pouvez pas avoir, et je rappelle aussi que l'OLP a reconnu Israël, ce qui n'a pas été... Israël n'a pas reconnu l'État de Palestine qui a été proclamé, et qui est reconnu d'ailleurs par 137 pays, je crois, dont la Suède, mais pas la France. La France n'a toujours pas reconnu. Donc, si on veut la paix, cette ligne d'armistice, effectivement, mais elle est quand même reconnue internationalement. Cette ligne, l'Europe se prononce. Non, c'est pas la ligne, c'est l'existence de l'État en tant qu'État indépendant. L'Europe reconnaît, par rapport aux territoires occupés, les territoires occupés de Gaulle, l'Europe, etc., c'est les territoires occupés. Non, voilà. L'Europe, la position de l'Union européenne est la suivante. Les résolutions 242, etc. Nous pouvons avoir un débat là-dessus et je ne suis pas sûr que vous le gagneriez. Parce que la position de l'Union européenne sur ce sujet est la suivante, ou plutôt en termes de... Je prétends connaître assez bien le sujet, nous pouvons avoir des désaccords politiques, mais sur la matérialité de ce qui est des déclarations politiques, soyons très précis, parce que on est dans un sujet qui doit être dépassionné autant que possible. La position de l'Union européenne est que le territoire du futur État palestinien doit avoir des frontières qui seront basées sur la ligne de cessez-le-feu de 48. La reconnaissance par un très grand nombre d'États, dont des États de l'Union européenne, de la Palestine ne vaut pas acceptation ou préférence pour tel ou tel type de frontière. Une autre question ? Oui. Oui, Jean-Yves Fayard, Conseil de développement. Deux petites questions. Donc, vous venez d'évoquer le problème du Proche et du Moyen-Orient. Je voulais savoir s'il y avait d'autres conflits frontaliers dont on parlait très peu en France. On parle en général très peu de questions de politique étrangère. Mais est-ce qu'il y a d'autres conflits dont on ne parle pas et qui ont lieu actuellement ? Et puis, vous avez évoqué la Corée. Je voulais savoir s'il y avait d'autres États. On parle beaucoup du Pakistan, par exemple, jugés ou qu'on pourrait juger dangereux, quoi. On dit que la Corée, voilà, c'est dangereux. Vous avez évoqué un certain nombre de questions qui le justifient. Et est-ce qu'il y en a d'autres sur la planète ? Les conflits, il y a une centaine de conflits, de contentieux frontaliers dans le monde, mais d'une gravité plus ou moins importante. Tout à l'heure, j'ai mentionné un de Pakistan, parce qu'on n'en parle pas beaucoup en France, d'ailleurs, comme chez nos voisins, on n'en parle pas beaucoup plus, mais comme un des grands contentieux géopolitiques majeurs, avec des problématiques justement juridiques, d'occupation, etc., dans un contexte militaire épouvantable, avec les armes nucléaires de deux côtés, etc., si vous voulez, c'est à mon avis... je vais vous donner une liste de 3 ou 4 sujets, effectivement, dont on parle assez peu. Alors, la Corée du Nord, Corée du Sud, on en parle un peu à cause de la Corée du Nord. Mais c'est un contentieux existentiel. Là encore, les deux parties ne reconnaissent pas la légitimité de l'existence de l'autre. Hein. C'est un peu, moi j'appelle ça les 4 grandes fractures des années 40. Israël-Palestine, Corée du Nord, Corée du Sud, Inde-Pakistan, Chine-Taïwan. Ces contentieux majeurs, hérités de la fin des années 40, c'est pour vous dire à quel point c'est lourd et difficile à régler, et qui sont tous les 4 très dangereux. Chine-Taïwan, on n'en a pas parlé, mais ça fait partie, c'est un des sujets sur lesquels la Chine est prête à jouer l'existence du régime chinois. Taïwan, c'est le Graal, c'est l'achèvement, l'unification. Heureusement, les deux parties souhaitent éviter l'affrontement. Mais s'il y a bien une question sur laquelle la Chine est prête à partir en guerre, c'est Taïwan. Donc je le mets au nom des contentieux
dangereux. L'Asie du Sud-Est, la mer de Chine du Sud, on en parle quand même un petit peu de temps en temps. Mais vous avez une combinaison de revendications territoriales, de manœuvres maritimes et aériennes et d'appétence pour les ressources gazières, pétrolières, minérales et hauturières qui est assez intéressante. Alors c'est compliqué la mer de Chine du Sud. Juste un petit mot sur... là on a une carte dessus. Alors vous allez la voir de loin, mais ça vous montre juste à quel point c'est compliqué. L'hexagone, pardon, c'est un heptagone. Oui, ça doit être un heptagone. L'heptagone de gauche vous montre la présence physique de chaque État riverain, et les lignes, c'est les lignes de revendication. C'est extrêmement compliqué, et un incident maritime peut déboucher en conflit assez rapidement. Voilà, autre exemple, c'est un exemple effectivement de... alors la Chine revendique là-dessus. Vous avez sur le côté gauche de la carte, vous avez une petite ligne jaune qui descend à droite de Taïwan et qui remonte à droite du Vietnam. Si vous la voyez, ça s'appelle la langue de bœuf. La langue de bœuf, c'est la carte des revendications chinoises. Autrement dit, la Chine considère que tout ça est à nous. Ce que les Malaisiens, les Vietnamiens, les Philippins et les Taïwanais, les Bruneiens, les Singapouriens apprécient assez peu. Malaisiens. Oui, les Malaisiens, ouais. Oui, Jean-Pierre Branchereau, Conseil de développement. Je voudrais vous poser la question de Gibraltar, parce qu'actuellement, on lit dans la presse que les relations se tendent entre l'Espagne et la Grande-Bretagne. Après tout, Mme Thatcher a bien fait la guerre pour les Malouines. Alors, je ne crois pas qu'on en arrive là avec Mme May, mais enfin, connaissant la sensibilité des Anglais dans ce domaine-là, je pense aux îles anglo-normandes, par exemple, où ils ont quand même quelquefois arrêté des pêcheurs pour des questions de cartes pas précises sur les frontières. Comment vous voyez la question à Gibraltar? Oui, alors qu'on raccompagne des pêcheurs, ça même les Français le font. On les fait avec les Espagnols. Les Canadiens ont parfois raccompagné des pêcheurs français au large de Saint-Pierre-et-Miquelon aussi. On a un contentieux d'ailleurs avec le Canada sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Bon, tout ça se fait en bonne intelligence. La question de Gibraltar est plus sensible. La population de Gibraltar a massivement voté contre le Brexit, mais l'Espagne ne va pas annexer Gibraltar. Donc je pense qu'on est à peu près... l'Espagne ne va pas faire à Gibraltar ce que l'Argentine a fait aux Malouines. Donc je crois qu'on est à peu près tranquille. Alors, Chloé Georges, Conseil de développement. Je pensais une chose, est-ce que tous ces problèmes de frontières n'engendrent pas d'autres problèmes sur la langue? La langue et aussi la culture. Donc, le mélange des langues, des cultures. Les frontières sont rarement des frontières culturelles ou linguistiques précises. En soi, les problèmes de frontières posent des problèmes. Les problèmes de frontières ont des conséquences qui peuvent être très importantes sur la vie quotidienne, y compris de familles. Dans les familles séparées, on a connu ça au temps du rideau de fer. On connaît ça aujourd'hui en Inde, au Pakistan ou en Corée du Nord, Corée du Sud. Mais je ne suis pas sûr que les contentieux frontaliers posent eux-mêmes des problèmes linguistiques ou culturels spécifiques. En revanche, les questions culturelles et linguistiques peuvent avoir des répercussions sur les frontières. Et vous avez un endroit, vous avez un patchwork d'enclaves belges aux Pays-Bas et néerlandaises en Belgique, où là, effectivement, la question linguistique est une question identitaire profonde. Et vous avez un héritage de l'histoire, vous avez ça s'appelle Barle, c'était un endroit où il y a des villages qui sont divisés, un bout de Belgique, un bout de Pays-Bas, etc. Bon, là encore, on est dans l'Union européenne, donc ça se passe pas trop mal, à tel point qu'il y a une rue la frontière passe au milieu de la rue, et il y a un bar, et une certaine époque où les bars fermaient plus tard d'un côté ou de l'autre, et quand ça fermait du côté belge, on bougeait les tables et puis on allait se mettre du côté néerlandais. Voilà. On est en Europe, les contentieux ne se gèrent plus de la même manière
que c'était le cas il y a un siècle sur notre continent. Une autre question? Oui, bonsoir. Il y a un sujet que vous n'avez pas trop abordé, qui pourtant est très souvent lié au problème des frontières. J'en ai beaucoup abordé, vous n'allez pas me reprocher d'avoir... J'ai déjà C'est abordé trop de sujets. le contrôle de l'eau douce et de l'eau potable. Au Moyen-Orient, il semble qu'au-delà de contentieux entre les Israéliens et les Palestiniens, le contrôle des points d'eau, le contrôle des rivières, soit le moteur de la colonisation israélienne en Jordanie. De la même manière, il y a aussi des contentieux avec donc, le Jourdain, avec la Syrie et le Liban. Un peu plus loin, il y a des contentieux entre la Turquie, la Syrie, l'Irak pour le contrôle du Tigre et de l'Euphrate, enfin le contrôle des eaux. En Europe, les États riverains du Danube ont des contentieux quant à l'utilisation du Danube, notamment l'utilisation au niveau hydroélectrique. Et en Afrique, il y a un certain nombre de conflits, disons, où le moteur semble être le contrôle de l'eau et non pas le contrôle des frontières. Oui, attention, un contentieux frontalier peut être justement un contentieux sur l'eau. Alors, plusieurs choses. Un, on ne se fait pas la guerre pour l'eau. Je ne connais pas de conflit interétatique dans lequel le principal moteur, je dis bien le principal moteur, soit le contrôle de l'accès à l'eau. Il y a 3000 ans, c'était un peu différent. Je répète, ma phrase est précise. Je ne connais pas de conflit entre États dans lequel le contrôle des réserves ou de l'accès à l'eau soit le principal moteur. En revanche, au Moyen-Orient, il y a deux choses qui ne sont jamais très loin, la question du pétrole et la question de l'eau. Petite précision, je pense la même chose pour le pétrole. Il y a très peu de conflits pour le pétrole dans lesquels le pétrole est le moteur principal. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans le paysage. Alors là, vous avez évoqué plusieurs situations très différentes. Première situation, Turquie, Syrie, Irak. La Turquie, c'est le château d'eau de la région. Elle a menacé plusieurs fois, au cours des 50 dernières années, de couper l'eau, de réduire le débit de l'eau si la Syrie ou l'Irak ne se comportent pas bien. En pratique, elle ne l'a jamais fait. On utilise entre États, c'est pas un truc auquel on touche trop, parce que c'est de la dynamite, si j'ose dire. Bon. Et puis c'est difficile de contrôler le débit de l'eau par ailleurs. Enfin, c'est pas simplement un rhéostat ou. Donc il y a toujours des menaces là-dessus, mais c'est une arme qui n'est pas véritablement utilisée. Il y a que les contentieux locaux, notamment en Afrique, en Amérique latine, en Asie, au Moyen-Orient, qu'il y a des contentieux locaux parfois assez graves sur l'eau, ça c'est certain. Mais on ne se fait pas entre États, on ne se fait pas la guerre pour l'eau. Sur le Proche-Orient, la question centrale, c'est l'allocation du débit du Jourdain et des nappes aquifères de Cisjordanie. À mon avis, de dire qu'il y a une politique israélienne délibérée de réduire, de ne pas donner un débit adéquat aux Palestiniens me semble un petit peu exagéré. Je pense que le problème principal aujourd'hui dans cette région-là, c'est le fait qu'on soit en train d'assécher totalement le Jourdain, parce que malgré le fait qu'il y ait beaucoup de micro-irrigation des deux côtés, le Jourdain est devenu quasiment un ruisseau. Et comme du côté israélien, l'économie se développe très rapidement, les besoins en eau augmentent aussi. Du côté palestinien aussi, il y a aussi un développement palestinien. Les besoins en eau connaissent un développement qui n'est pas accompagné par une réallocation régulière sur le plan juridique et physique de l'eau dans la région. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer là encore, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure avec monsieur sur la question territoriale, est-ce qu'on peut imaginer un plan de paix dans la région qui règle globalement le conflit de l'eau? Plutôt, est-ce que la question de l'eau est un obstacle majeur au règlement du conflit? Non, je ne le crois pas. Les Israéliens ne lâcheront jamais le lac de Tibériade, mais c'est tout autant plutôt pour des raisons stratégiques que des questions hydrologiques. Bon. Pour eux qui ont la mémoire de la manière dont les Syriens tiraient sur les villages de Galilée depuis la rive syrienne
du Golan. L'idée de dire on rendra tout le Golan et alors, sur la rive est du Golan, il y a une espèce de statue en métal où on voit Hafez el-Assad pêcher dans le lac de Tibériade. Parce qu'Hafez el-Assad avait dit un jour j'irai pêcher dans le lac de Tibériade. Bon, les Israéliens se moquent un peu de la famille Assad avec ça. Mais pour eux, même s'il y a un vrai débat sur peut-on restituer le Golan, et si oui, comment, et jusqu'à quel niveau, pour eux, la restitution du Golan, ça ne pourrait se faire que jusqu'à la ligne de crête. C'est-à-dire pas sur le versant. Tout ça pour vous dire que le lac de Tibériade, c'est plus pour eux, enfin, c'est au moins autant une question stratégique qu'une question d'accès à l'eau. Même s'ils n'imagineraient pas de gaieté de cœur, c'est sûr, un État étranger avoir autant accès au lac qu'eux-mêmes. Voilà, pardon, j'espère que j'étais un petit peu, je vous ai parlé de beaucoup de choses différentes, mais le point essentiel pour moi, c'est que au XXIe siècle, la question de l'accès à l'eau, sous des formes diverses, n'est pas un moteur principal de conflit entre États. C'est plutôt même un sujet de coopération. Entre l'Inde et le Pakistan, on n'a jamais voulu remettre en cause les traités de l'Indus qui partagent l'accès à l'eau, alors que c'est tout à fait central. C'est au Cachemire. C'est là. Voilà, pour faire simple, l'eau est plutôt un domaine de coopération que de confrontation. Allez-y. Oui, André Herbretot, Conseil du développement également. Il y a à peu près 2 ans, un ministre marocain était venu à Nantes dans le cadre d'actions de coopération franco-marocaine, et notamment entre Nantes et Agadir. Et il avait dit il faudrait que vous considériez que nous, Maroc, et d'autres pays d'Afrique du Nord, du Maghreb, qui bordent la Méditerranée, nous faisons autant, sinon plus, partie de l'Europe que certains pays européens. Ce serait notre intérêt réciproque que d'arriver à ça, vu les évolutions à venir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais vous donner, vu l'heure, je vais être assez rapide, mais je vais vous donner une réponse simple, mais à mon avis claire. Définir ce que c'est que l'Europe, c'est de la politique. Enfin, pardon. Il n'est de définition pertinente de l'Europe que politique. Il est vain de dire que l'Europe s'arrête à Gibraltar, à l'Oural ou au Bosphore. L'Europe est une notion mouvante. L'Europe, c'est ce que nous décidons, nous, Européens, d'être. Voilà. C'est à nous de décider où s'arrête l'Europe. Il n'y a pas de définition extérieure qui s'impose, qu'elle soit ni l'histoire, ni la géographie, ni les revendications ou les idées de tel ou tel État riverain ne vont définir. C'est nous, Européens, qui définissons quelles sont les limites de l'Europe au sens de l'Union européenne. Parce que l'Europe, c'est d'abord une idée. Il y a une définition. Je vais revenir une dernière fois à l'Atlas. Je ne peux pas vous le projeter, mais on a mis une carte avec toutes les définitions possibles de l'Europe. Géophysique, culturelle, historique, politique, etc. Encore une fois, personnellement, j'imagine assez mal que le Maroc puisse être accueilli dans l'Union européenne, mais en tout état de cause, l'important pour moi, c'est de dire que les limites de l'Europe, les frontières de l'Europe, c'est ce que nous décidons, nous, Européens. On a épuisé les questions, mais on va fermer la frontière alors pour ce soir. Merci à Bruno Tertrais de nous avoir parlé des frontières et puis au-delà des relations internationales. Son ouvrage, donc signé avec Delphine Papin, l'Atlas des frontières, vous le trouverez à la sortie de la salle. Vous restez encore quelques minutes, vous pouvez en signer éventuellement pour ceux qui le souhaitent. Je ne pourrais pas partir très tard malheureusement, mais je serais ravi si vous souhaitez voilà. Une dédicace avec plaisir. Merci à vous. Notre prochain rendez-vous, c'est avec Paul Cloutour, qui est un ancien de Nantes Métropole, qui a entre autres travaillé sur les questions du dialogue citoyen. Et c'est un régional de l'État. Et qui est un Nantais, ce sera, Gabriel, Ce sera le 29 mai. Le 29 mai, voilà, nous aurons un nouveau président de la République à cette date-là, le 29 mai. Et puis on aura une dernière séance avant l'été qui sera le 19 juin avec Jacques Transo, qui est le fondateur du site d'information Médiacité, qui est un site d'enquête qui se lance sur le web et qui va lancer son édition nantaise après Lille et Lyon le 7 juin. Merci.
Bonne soirée. Et puis, donc, si l'Atlas des frontières est à côté, ainsi que les 2 derniers numéros de Place Publique. Merci, au revoir.